Alors, vous avez dit que vos ennuis commencent donc avec les institutions, et en particulier avec l'institution du Cameroun et l'État du Cameroun. Alors, vous vous retrouvez donc au Cameroun. Pouvez-vous nous dire deux mots sur, d'abord, l'invitation qui vous amène au Cameroun et votre arrestation ensuite? 15 avril 2013, sur le fax, tombe une invitation, en bonne et due forme. Le ministère de l'économie nous invite à participer à une mission, tout frais pris en compte. On est logé, véhiculé, nourri, enfin tout ce qu'il faut, comme l'accoutumée. Sauf qu'au terme de notre mission, à l'instant où les procédures du checking d'embarquement sont terminées, nous passons la police et puis on nous interpelle. Monsieur le commissaire, je dois le suivre. Et puis, donc, ensuite, je me retrouve à la police judiciaire de Douala. J'ai toujours pas bien compris pourquoi, mais enfin, on me met en garde à vue, un vendredi, alors qu'il s'agit d'un lundi qui va être un lundi de Pentecôte, donc qui est férié dans ce pays-là. Et donc, on m'arrête vendredi autour de 20h. Je rappelle que la garde à vue... On vous arrête où? On m'arrête à l'aéroport. À l'aéroport de Douala. À l'aéroport, oui, au moment où je dois embarquer. Et donc, mon passeport est retiré. Le jour, c'est... Le 9 mai 2013. D'accord, oui. Alors que la mission, j'ai été invité le 15 avril 2013 pour participer à partir du 23 avril à une mission qui nous a conduit dans quasiment toutes les régions du Cameroun, avec une bonne partie, avec les différents départements du ministère de l'économie, qui représentent en fait l'État du Cameroun dans le cadre du PPP, du partenariat public-privé, entre l'État du Cameroun d'une part et le groupe Hope, dont je suis simplement le représentant légal. Et donc, nous sommes placés en garde à vue. Et au Cameroun, je rappelle encore une fois, la garde à vue, c'est 48 heures. Donc, si on compte par heure, c'est dire à quel point la loi dans ce pays-là, en tout cas au moins dans la forme, attache du prix à la liberté pour qu'on aille à compter par heure. Donc, nous sommes arrêtés à 20 heures le vendredi 10. Et c'est simplement le mardi que notamment un ballon d'or africain 2000 et quelques amis à lui vont débarquer pour déposer des plaintes parce que mardi est le premier jour ouvrable. Après ce vendredi, d'ailleurs, on m'arrête au moment où on n'est plus dans les heures du bureau. Et donc, c'est le mardi 14 mai que les plaintes tombent comme une pluie parce qu'ils ont entre-temps eu le temps, en effet, cela est vérifiable, de faire le déplacement. 6 heures de vol, qui de l'Espagne, qui de Paris, pour aller, alors qu'on est citoyen espagnol, citoyen français, moi-même citoyen français, pour des faits qui ont eu lieu en France, on a pris l'avion pour aller au Cameroun, comme d'autres iraient dans un paradis fiscal. Sauf que là, il s'agissait apparemment, dans l'esprit de certains, d'un paradis judiciaire. Donc on débarque, on est informé que la proie, ou plutôt la cible, est capturée, qu'elle est au frais, et donc on débarque le mardi en grande pompe, et puis les plaintes sont déposées, des plaintes d'une légèreté, mais complètement fantaisiste, touchant toutes à la personne morale, que je ne suis pas, je n'en suis que le représentant légal, et concernant d'ailleurs des sujets, des contrats ou des préoccupations pour lesquels les contrats eux-mêmes prévoyaient des clauses attributives de compétences, en disant, en cas de mésintelligence, donc en cas de problème, pour faire trivial, les parties se contraignent, s'obligent, soit d'abord chercher des démarches amiables, et si elles doivent aller en contentieux, elles élisent, par exemple, la loi française et les juridictions de Paris ou de telle ville pour connaître de leurs différends au cas où il en surviendrait. Donc ces clauses compromissoires, ces clauses attributives de compétences ont été complètement ignorées par les juridictions camerounaises au moment où, d'une part, nous sommes placés en garde à vue et d'autre part, puisqu'au bout de 12 jours, le maximum au Cameroun, c'est 48 heures renouvelables une fois avec une motivation d'un magistrat, nous y étions 12 jours de garde à vue, tout simplement. Et après, il y a eu des mandats de détention, 4,
qui sont tombés comme ça en cascade. Et donc, pour être bien sûr que nous soyons bien gardés de manière qu'il n'y ait aucun risque, au cas où un juge ou une des juridictions, par exemple du tribunal de première instance ou de grande instance, aurait éventuellement l'idée de dire le droit et de nous libérer. Donc, il a fallu multiplier des procédures identiques, toutes les plaintes, d'accord, ce sont des plaintes pour escroquerie. Bon, alors, justement, il y a deux choses. Il y a deux choses ici. Si je comprends bien, quand on vous arrête, est-ce qu'il y a un document qu'on vous présente pour votre arrestation à l'aéroport? Ou bien, c'est cette plainte dont vous parliez qui arrive seulement, je crois, 4 jours après? Est-ce que c'est bien ça? C'est bien, il s'agit bien de cela. C'est-à-dire que, en gros, de quoi s'agit-il? On vous arrête tout seul. Vous êtes tout seul. Oui, je suis en train de reprendre la mission. Je n'étais pas seul en mission, mais mes collaborateurs avaient, par petits groupes, qui rentraient en France, qui aux États-Unis, qui en Côte d'Ivoire. Et moi, j'étais le dernier, donc, à prendre l'avion ce 9 mai, lorsque j'ai pas pu prendre l'avion et qu'au contraire, le commissaire a retiré mon passeport. En me faisant la fleur de ne pas me mettre tout de suite en garde à vue, m'a-t-il dit. Il m'a dit parce que finalement, j'ai quelques doutes et puis après tout, pourquoi on fuirait alors qu'on a des contrats aux enjeux financiers si importants, si substantiels avec l'État. Donc je vais vous faire la fleur, je garde vos documents, vous vous présentez demain. C'est ce que j'ai fait et c'est au terme de ma visite à la PJ, enfin je croyais que c'était une visite. Non, ce que je voulais savoir, donc c'est quand on vous arrête, il n'y a aucun document qu'on vous présente? Non, on m'arrête et après les gens, donc des footballeurs très connus, font le déplacement au Cameroun et déposent plainte. Oui, donc on vient, c'est sûr, je veux dire, c'est justement en parlant tout simplement comme ça que un commissaire arrive pour exploitation. Et vous dit on vous arrête pour exploitation. Il n'y a aucun document qu'on vous présente lors de votre arrestation. Ils n'en ont pas besoin et par la suite vous comprendrez à quel point ils n'en avaient absolument pas besoin. D'accord. Deuxièmement, vous avez dit que c'est des faits. On vous arrête pour des faits qui se passent en France, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'il s'agit concrètement, c'est soit d'un actionnaire qui demande à un autre actionnaire que je suis, de lui rembourser ce qu'il a investi dans la personne morale, d'ailleurs en prenant bien soin de mettre la preuve que l'argent est parti de son compte au compte de la personne morale. Et je rappelle que c'était pas une entreprise, c'était une entreprise d'un capital quand même de 800 000 € au tout départ, d'accord, en 2008, et que par ailleurs, on avait un expert comptable, puisqu'il s'agit d'une société anonyme, enfin une SAS, une forme particulière de société anonyme, qui est obligé d'avoir un commissaire aux comptes, d'avoir un expert comptable, et donc ça veut dire que les comptes sont forcément réguliers. Sinon, votre commissaire aux comptes a même l'obligation légale de vous dénoncer, de dénoncer les dirigeants auprès du tribunal de commerce dans l'intérêt de la personne morale. C'est ça le rôle du voilà. Et donc, il n'y avait pas de problème, il n'y a jamais eu de grabuge entre les actionnaires, et d'autres plaignants étaient plutôt des créanciers de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont prêté de l'argent à l'entreprise, ils ont été remboursés plusieurs fois, et à ce moment-là, ils ont estimé que le prêt qui était en cours avec l'entreprise, dont ils ont eux-mêmes pris le soin d'envoyer les relevés bancaires pour qu'on voit bien comment l'argent est parti, par exemple, d'Espagne, directement dans le compte de l'entreprise, et non pas dans mon compte à moi, parce que moi aussi, je mettais de l'argent dans l'entreprise, avec le même cheminement. Et donc, en fait, il s'agit de faits qui se sont déroulés en Europe, en France, et il s'agit de faits qui concernent la personne morale, et en aucun cas moi, et il s'agit des faits pour lesquels les parties, que ce soit les créanciers ou l'actionnaire, le Ballon d'Or africain, ont expressément convenu qu'en cas de mésintelligence, tout litige serait connu par les tribunaux français. Très bien, très bien. Jusqu'ici, les choses commencent à se dessiner et on essaie de comprendre. Vous avez parlé d'un footballeur célèbre. Peut-être que vous pouvez donner l'identité pour que ceux qui ne connaissent pas savent quelles sont les parties en cours, s'il y a d'autres qui étaient à vos trousses, et qu'est-ce qu'il réclamait exactement. Est-ce qu'il était en droit de le faire? Puisque vous dites qu'il y avait un commissaire, comme toute entreprise, un commissaire au compte, et que les choses doivent se passer de façon tout à fait normale, en s'adressant d'abord à ce commissaire, et si il y a une gestion qui n'est considérée qui n'est pas tout à fait normale, il y a des procédures pour cela, il y a un process
On ne se lève pas un matin pour aller régler son problème. On ne se fait pas la justice soi-même. Donc, la question pour moi ici, c'est à deux niveaux. D'abord, l'identité des personnalités. Si vous pensez qu'on peut préciser qui sont ces partis en cours, et aussi précisément que possible, quel était leur grief. Les identités, l'affaire, elle est publique, elle a été abondamment, donc nous pouvons, c'est pour les rassurer que nous ne sommes pas en train de trahir ou d'être imprudents dans le cadre de l'exposition des éléments qui appartiendraient à des procédures judiciaires, que ces informations sont tout à fait sur Internet, dans la presse écrite partout. Non, il s'agit simplement, le Ballon d'Or africain 2000, il n'y en a qu'un. C'est l'excellentissime. Le Ballon d'Or de quelle année? Ballon d'Or football africain, oui, de l'année 2000. Il y en a qu'un seul, c'est l'excellent Patrick Mboma. Il y a également l'inimitable gardien de but, l'incomparable, je crois, hein, en termes de compétences dans les buts, Monsieur Idriss Carlos Kameni, créancier de l'entreprise, et leurs amis un peu moins connus. Mais voilà véritablement les têtes de proue, sachant que la locomotive pour les plaignants, c'est bien entendu Monsieur Mboma, qui avait la particularité d'être actionnaire de Hope, alors que les autres n'étaient que créanciers, amenés d'ailleurs par lui, suivez mon regard, et que en tant qu'actionnaire, il était également statutairement le directeur général adjoint. Dans le cadre de sa reconversion, suite à sa brillante carrière footballistique, il avait souhaité passer à autre chose, et il nous avait approchés, j'insiste, il nous avait approchés, et nous avions trouvé un accord pour qu'il soit donc impliqué et que nous soyons des investisseurs ensemble dans une activité que nous avions commencée sans savoir qu'un jour il nous approcherait. Parce que l'activité, elle a commencé en 2006 et lui, il est arrivé en 2008. Donc, s'il y avait même eu un problème dans la gestion de l'entreprise, le directeur général que je suis et le directeur général adjoint, par ailleurs 2 actionnaires, moi majoritaire, lui minoritaire, auraient été impliqués. Il n'aurait pas été possible que l'on me reprochât un grief qui ne lui aurait pas été opposable. Donc ce qui est quand même rocambolesque dans l'affaire, c'est qu'il prend l'avion pour venir au Cameroun, exiger devant les juridictions camerounaises que j'ai, moi personnellement, un tutti personné, à lui rembourser l'argent qu'il a investi. Qu'est-ce qu'il demandait? De lui rembourser l'argent qu'il a investi dans le groupe Hope, parce que les procès-verbaux, la presse en a largement fait écho, hein, parce que tout à coup, il affirme, parce que c'est pour ça que je parlais de paradis judiciaire, ce qui n'est vraiment pas glorieux pour nous lorsque nous parlons de panafricanisme, du respect de nos pays. Non, il explique simplement que cet argent lui aurait été escroqué. Mais comme il n'a peur de rien, il met la preuve qu'il a envoyé cet argent à l'entreprise. Et il affirme qu'il ne reproche rien à l'entreprise à part le fait qu'elle n'existe pas. Et qu'elle serait fictive. Et d'ailleurs qu'il a été nommé directeur général adjoint à l'insu de son plein gré. Alors qu'il suffit de taper sur Internet pour voir qu'il était extrêmement heureux de pavoiser ci et là comme directeur général adjoint de Hope, aussi bien pour rencontrer des premiers ministres que des présidents de la République et des ministres et des personnalités, pas seulement au Cameroun, mais en Côte d'Ivoire, mais au Burkina Faso, et j'en passe. Donc on s'est retrouvé là vraiment dans quelque chose de fantaisiste, mais ça a quand même valu une garde à vue, un mandat de détention et par la suite une condamnation. C'est tout à fait curieux cette histoire. Si je comprends bien, nous avons une entreprise de droit français. En effet. Nous avons des actionnaires de cette entreprise. Français. Il y a une querelle entre les actionnaires qui, selon l'acte conclu entre les actionnaires, la querelle doit se régler selon le droit français en France, c'est bien ça? En effet. Mais qu'est-ce que le Cameroun et la justice Cameroun vient faire dans tout ça? Le Cameroun est un paradis judiciaire, comme d'autres au Panama ou ailleurs ont pu inventer des paradis fiscaux, alors que par ailleurs, leur base opérationnelle en termes d'activité économique ne se trouve pas dans ces paradis fiscaux. Donc autrement dit, ça n'a rien à voir. Le Cameroun n'a rien à voir dans cette affaire. Qu'est-ce que la justice camerounaise a à voir dans cette histoire entre deux actionnaires? Deux actionnaires français concernant une entreprise française pour des actes qui ont eu lieu en France et pour lesquels les juridictions françaises, en particulier le tribunal de commerce de Paris,
avait été expressément désigné au cas où il y aurait une mésintelligence entre les actionnaires. Pareil pour les créanciers, M. Kameni ne peut pas porter plainte, d'abord parce que le contrat qu'il signe avec la personne morale et non pas avec Jean-Emmanuel Fumbi est un contrat qui n'est même pas échu. C'est-à-dire que vous prêtez de l'argent à quelqu'un et le terme n'est même pas encore arrivé, vous l'accusez d'avoir en fait escroqué votre argent. Et vous savez que l'escroquerie signifie que vous avez utilisé de manœuvres comme ça pour pouvoir en fait tromper la vigilance de votre vis-à-vis et lui extorquer des fonds. Alors qu'il y a des contrats. Donc, vous avez utilisé l'expression de paradis judiciaire et vous expliquez cela tout à fait correctement dans vos termes. Ce qui est donc surprenant, c'est, je reprends pour résumer, pour qu'on comprenne bien, nous avons donc une entreprise de droit français, avec des actionnaires en France, et s'il y a querelle entre les actionnaires, il y a une procédure qui est prévue pour régler cela et qui demande que ce soit réglé par les tribunaux français, et tout d'un coup, on se retrouve au Cameroun, où l'État camerounais, puisque la justice camerounaise est en action, vous arrête. Après m'avoir invité. Après vous avoir invité. En effet. Alors, je voudrais maintenant que l'on passe cette deuxième partie. Quand on vous arrête, qu'est-ce qu'on vous dit exactement? On vous dit, monsieur Fumbi, suivez-moi. Puis vous vous exécutez parce que vous respectez les forces de l'ordre. D'ailleurs, vous suivez d'autant que vous ne savez pas pourquoi on vous dit de venir. Après tout, vous travaillez avec l'État, vous êtes le représentant légal du partenaire technique de l'État. Donc il y a toujours eu des vérifications, il y a toujours eu beaucoup de choses dont vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas présumer de la raison pour laquelle on ne vous explique pas. Là-bas, on n'explique pas. Enfin, voilà, donc vous suivez l'injonction. Et donc, quand vous arrivez, vous attendez. Puis vous attendez. Et après, on vous dit d'aller en cellule. Vous allez en cellule et cette cellule... Vous ne savez toujours pas ce qu'on vous reproche? Non, on vous dit que vous êtes mis en garde à vue pour escroquerie, et quand vous demandez qui est-ce que vous avez escroqué, on vous demande d'attendre. Parce qu'il faut bien que les personnes qui se disent avoir été escroquées arrivent, et je vous explique qu'elles ne sont pas au Cameroun et qu'elles ne sont pas camerounaises. Donc il faut qu'elles viennent. Ça prend 6 heures de temps, et ça prend aussi un peu de temps peut-être pour mettre en route le voyage. Donc ils n'arrivent au Cameroun que pendant le week-end, ce long week-end de Pentecôte, du mois de mai, donc entre le 10 mai, encore une fois, et le 13 mai. Le 13 mai est un lundi. Donc, ils arrivent au Cameroun pendant ce long week-end et débarquent par Yaoundé et débarquent à Douala le mardi 14 au matin et déposent leur plainte. Et puis, toute la machine sans raye, sans rhume, s'emballe. Bien, non, le fait est établi et c'est clair maintenant dans l'esprit des gens. On vous a arrêté sans que vous sachiez pourquoi, officiellement, et vous suiviez juste puisque vous êtes respectueux des forces de l'ordre du pays où vous vous trouviez et qui vous embarquent jusqu'à la cellule. Il n'y a pas de plainte pour vous et en quelque sorte, on vous arrête avant la plainte. Et puis maintenant, quand arrive cette fameuse plainte, ou ces fameuses plaintes, parce que je ne sais pas combien il y en a. 5. Cinq plaintes. Alors ces 5 plaintes sont formulées comment? Si vous les avez vues, si on vous les a présentées. Si, puisque il y a eu des confrontations, etc., ce sont toutes des plaintes avec le même motif, escroquerie. Je crois qu'en fait, ils ont pu recevoir l'assurance qu'ils n'avaient pas à beaucoup trop se tracasser les neurones et qu'il fallait simplement servir un prétexte, une base, pour qu'ensuite ce soit un ingrédient dans laquelle on ferait une macédoine. C'est-à-dire que quand ils portent plainte, je pense qu'ils n'en sont absolument pas convaincus. Parce que tous portent plainte pour la même chose et tous disent la même chose, qu'on soit actionnaire ou... mais personne n'apporte le début du commencement de la moindre preuve. Et vous êtes en garde à vue, mais surtout, la garde à vue signifie que on va quand même enquêter pour savoir un peu ce qui se passe. D'abord, vous savez qu'au Cameroun, le principe qui veut que la liberté soit la règle et la privation de liberté l'exception est tout à fait consacré par la loi. Donc, en tant que partenaire technique de l'État, invité par l'État, donc qui me doit protection, d'après ses engagements internationaux, parce que Jean-Emmanuel Fumbi n'est pas au Cameroun, c'est le président directeur général du groupe Hope qui est invité au Cameroun par le gouvernement. Et c'est toujours le gouvernement, que ce soit le ministère de l'économie ou le ministère
de la justice, c'est le gouvernement du Cameroun, donc, qui vous invite et qui vous arrête et qui vous coffre et qui vous reproche en fait des choses qui se sont passées dans un autre pays sans être capable de dire en quoi vous avez pu perturber l'ordre public local. Et après, donc, les plaintes manifestement étaient infondées puisque certains officiers de la police judiciaire ont quand même bien souri, mais ils ont aussi expliqué qu'il ne fallait pas se leurrer parce qu'ils n'auraient pas une main de velours, mais une main de fer pour exécuter les directives de la très haute hiérarchie, une expression très prisée là-bas. Alors, quand il y a une plainte, j'imagine que les autorités de police judiciaire mènent l'enquête pour considérer les preuves de la plainte. Elles auraient dû mener l'enquête, par exemple, saisir leurs homologues en France. Seul lieu où on pourrait savoir, à travers les comptes bancaires, à travers des investigations, dans quelle mesure il y a eu éventuellement atteinte à la fortune des plaignants. Il n'y a jamais eu de commission rogatoire, il n'y a jamais eu d'enquête, il n'y a rien eu du tout. Il y a simplement eu un mandat de détention provisoire, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et après des jugements et des condamnations. Les mandats sont signés, alors je crois que les magistrats, qu'ils soient des procureurs, il y a eu notamment le procureur du tribunal de première instance de Douala, de l'époque, il y a également eu des juges d'instruction, que ce soit du tribunal de première instance, que ce soit celui du tribunal de la grande instance de Douala. Donc les juges du siège, tout comme les procureurs, se sont livrés allègrement, comme d'une belle opportunité qui se présentait à ces professionnels, en fait, à exécuter ce qu'ils ne cachaient pas d'ailleurs auprès des avocats ou bien de ceux qui étaient un peu dans le rouage de ces procédures-là, comme les greffiers et autres, être des directives venant directement de Yaoundé. Quand vous dites de Yaoundé, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, en gros, il s'agit d'un tandem formé par le ministre de l'économie et le garde des Sceaux. Si vous me permettez, je ne suis pas obligé de dire de la justice, parce que dans tout ce que j'ai vu et vécu, il n'y a jamais eu une préoccupation de justice. Donc, ce sont des directives qui venaient directement d'eux et que parfois, les juges n'ont pas caché à nos avocats en disant « Vous savez très bien que cette histoire est un problème entre vous et nos chefs à Yaoundé et que ça ne sert à rien d'avoir quelque espoir que ce soit, notamment quand nous étions en habeas corpus, qui est une procédure pour dire justement ce que vous avez relevé, c'est un Français, c'est d'autres Français qui portent plainte, et ça, il n'a rien à faire en prison. Donc toutes ces procédures, on nous disait, mais on va jamais vous libérer, et d'ailleurs on va vous condamner. Et monsieur le footballeur d'ailleurs m'avait promis qu'il y aurait des condamnations, et il ne l'a pas promis simplement en privé, ce qu'il a fait, puisqu'il a eu le droit de venir en cellule, mais il l'a fait aussi sur des plateaux de télé. Alors, ici quand même, si j'ai bien compris, le ministre de l'économie, c'était monsieur Ganondjou Messi Emmanuel. Et le ministre de la justice, Laurent Esso.